avant l'univers Marvel, avant que les effets de spéciaux numériques ne transforment des hommes ordinaires en guerriers extraordinaires, il y avait un homme qui n'avait besoin que de son corps, de son esprit et d'une caméra. La Fureur du Dragon, sorti en 1972, n'est pas qu'un simple classique du kung-fu. C'est un chef-d'œuvre entièrement bâti sur l'obsession de la perfection d'un seul homme. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 21 anecdotes insolites, surprenantes et fascinantes enfouies au cœur de ce film. Des coulisses chaotiques aux secrets de casting, en passant par le symbolisme caché, et une révélation finale qui pourrait bien être la chose la plus extraordinaire que vous ayez jamais entendue à propos de ce film. Un homme, 4 métiers. Voilà qui semble presque mythique quand on l'évoque. Bruce Lee n'a pas seulement joué dans La Fureur du Dragon. Il a écrit le scénario, produit le film, réalisé chaque scène et chorégraphié chaque combat. Chaque coup de poing, chaque coup de pied, chaque angle de caméra, tout était filtré par une vision unique. Pas de studio hollywoodien, pas de comité de producteurs, juste Bruce Lee et un besoin impérieux de raconter une histoire selon ses propres termes. C'était son premier film en tant que réalisateur, et il l'a abordé comme une déclaration d'intention. C'était sa façon de prouver au monde entier, et à Hollywood qu'il l'avait si souvent ignoré, qu'il n'était pas qu'un simple acteur. Il était un cinéaste complet, un homme aux multiples talents, exerçant 4 métiers à lui seul, sans jamais faire de compromis. Le résultat est devenu l'un des films d'arts martiaux les plus appréciés de tous les temps. Rome n'était pas faite pour ça. La plupart des gens pensaient que Bruce Lee tournerait ses films près de chez lui. Hong Kong, peut-être Tokyo. Personne ne s'attendait à Rome, mais c'est pourtant là qu'il a tourné les scènes clés du film, réalisant ainsi La Fureur du Dragon, le tout premier film d'arts martiaux hongkongais tourné en Europe. C'était la première fois que Bruce Lee foulait le sol européen et de la vie générale. Il en fut captivé. Il arpenta les rues anciennes, imprégnées d'architecture, et comprit aussitôt que cette ville, avec sa rencontre entre l'ancien et le nouveau monde, était la métaphore parfaite de son histoire. Un Chinois déraciné, naviguant dans un monde étranger, armé seulement de son intelligence et de ses poings. Rome n'était pas qu'un simple décor, c'était un personnage à part entière dans le film. Le véritable champion était là. Au moment de choisir l'interprète du méchant, l'ultime ménage physique pour le personnage de Bruce Lee, ce dernier ne s'est pas tourné vers les cascadeurs ou les acteurs hollywoodiens. Il a fait appel à un professionnel, au sens propre du terme. Il a choisi Chuck Norris, alors champion en titre des poids moyens de la Fédération professionnelle de karaté, et l'un des artistes martiaux les plus titrés d'Amérique, plusieurs fois champion du monde de karaté, un homme qui n'avait jamais perdu un combat pour un titre. Bruce Lee souhaitait un adversaire dont les talents de combattant soient authentiques, et non pas un personnage créé de toutes pièces pour le cinéma. Il voulait que son adversaire dégage une authenticité indéniable. Or, à la sortie du film, Chuck Norris était encore relativement inconnu à l'international. Pour une grande partie du monde, La Fureur du Dragon fut leur toute première rencontre avec Chuck Norris. Le secret du Colisée qu'on ne vous a jamais révélé. Voici la vérité dont personne n'a parlé à l'époque. L'équipe de tournage de La Fureur du Dragon n'avait pas l'autorisation officielle de filmer au Colisée. Le tournage y était formellement interdit. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont soudoyé le personnel de sécurité, agi vite et filmé ce qu'ils pouvaient avant l'arrivée des autorités. Quelques brèves scènes de gorilles filmées illégalement à l'intérieur de l'un des monuments les plus célèbres au monde. La spectaculaire séquence de combat dont vous vous souvenez, recréée à Hong Kong dans un studio conçu pour reproduire l'atmosphère du Colisée. Ainsi, le combat mythique entre Bruce Lee et Chuck Norris, celui qui semble gravé dans la pierre romaine, n'était qu'une illusion. Une illusion brillante et magnifiquement construite. Et honnêtement, le savoir rend le travail réalisé encore plus impressionnant. Aux États-Unis, ce film est différent. Si vous avez grandi en Amérique du Nord et que vous cherchez à vous souvenir de ce film, vous le connaissez peut-être sous un tout autre titre. Lorsque La Fureur du Dragon a été distribué aux États-Unis, son titre est devenu Le Retour du Dragon. Le raisonnement était simple, quoique légèrement cynique. Les distributeurs voulaient donner au public américain l'impression de voir une suite à Opération Dragon qui avait déjà marqué les esprits en Occident. Peu importait que La Fureur du Dragon soit sortie avant Opération Dragon. Le marketing se moquait de la chronologie. L'important, c'est la familiarité. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le fait numéro 21, notre bonus, est peut-être l'anecdote la plus surprenante que nous ayons jamais présentée sur cette chaîne. Le film le plus rentable de l'histoire du cinéma hongkongais. Lors de sa sortie à Hong Kong en 1972, La Fureur du Dragon a connu un succès retentissant au box-office.
Il a pulvérisé tous les records précédents sur le territoire. Il est devenu le film le plus lucratif de l'histoire de Hong Kong à ce moment-là, surpassant toutes les productions hollywoodiennes, tous les films locaux, tous ses concurrents. Les chiffres étaient stupéfiants pour un film d'arts martiaux produit localement avec un budget qui aurait fait rire Hollywood. Les spectateurs faisaient la queue pendant des heures. Les salles étaient combles. Les critiques sceptiques quant aux ambitions de Bruce Lee en tant que réalisateur se turnent. Ce ne fut ni un succès confidentiel, ni une réussite progressive. Ce fut un phénomène culturel immédiat, retentissant et incontestable, qui prouva ce dont l'industrie doutait, qu'un cinéaste chinois racontant une histoire chinoise puisse s'imposer selon ses propres règles. Le choc que vous n'avez jamais remarqué. Voici un petit détail qui échappe à la plupart des spectateurs occasionnels. Et une fois qu'on l'a remarqué, impossible de l'ignorer. Dans La Fureur du Dragon, un chat errant apparaît dans plusieurs scènes, déambulant dans le restaurant au cœur de l'histoire. Ce n'est pas un hasard. Bruce Lee avait expressément demandé que le chat soit intégré au film. Certains spécialistes du cinéma interprètent le chat comme un symbole, une créature gracieuse, indépendante, d'une dangerosité discrète et parfaitement à l'aise, même en terrain inconnu. Cela vous rappelle quelqu'un? D'autres pensent que c'est simplement l'humour et la chaleur de Bruce Lee qui ont imprégné la production. Quoi qu'il en soit, le chat est devenu un élément inattendu et attachant du film, un doux contrepoint à toute l'action explosive qui l'entoure. Ouvrez l'œil lors de votre prochain visionnage. Bob Wall, le véritable combattant sur le plateau. La plupart des spectateurs se souviennent, à juste titre, de l'affrontement épique entre Bruce Lee et Chuck Norris dans le Colisée comme le moment phare du film. Mais un autre véritable expert en arts martiaux se cache à la vue de tous tout au long de ce film. Bob Wall, véritable champion de karaté américain et ami proche de Bruce Lee et Chuck Norris, apparaît dans le film comme l'un des combattants engagés contre le personnage de Lee. Wall n'était pas un acteur se faisant passer pour un combattant. C'était un véritable combattant qui jouait occasionnellement la comédie, et cette authenticité transparaît dans chacune de ses répliques. Bruce Lee avait une philosophie bien précise quant au choix de ses adversaires. Il était convaincu que les véritables pratiquants d'arts martiaux se déplaçaient différemment des acteurs professionnels et que le public pouvait ressentir cette différence, même sans pouvoir l'exprimer. Bob Wall lui a donné raison. Le visage familier de Nora Miao. Si vous étiez fan de Bruce Lee au début des années 1970, le visage de Nora Miao vous était aussi familier que celui de Bruce Lee lui-même. Elle tenait le rôle principal féminin dans The Big Boss, puis dans Fist of Fury, et Here in the Way of the Dragon, 3 films consécutifs de Bruce Lee. Elle est devenue une figure incontournable du cinéma, un point d'ancrage pour l'humanité dans des univers par ailleurs dominés par des prouesses physiques extraordinaires. Ce qui était fascinant, c'est l'évolution de son rôle au fil des films. Dans La Fureur du Dragon, elle n'était plus un simple personnage secondaire, mais un élément central du récit, la raison même pour laquelle le personnage de Bruce Lee se retrouve impliqué dans le conflit. Bruce Lee avait manifestement une confiance immense en sa présence à l'écran, et le public était sensible à cette confiance. Disparu avant que le monde ne tire sa révérence. Ce film prend une toute autre dimension à chaque fois qu'on y repense. Bruce Lee achève La Fureur du Dragon en 1972. Il était alors au sommet de sa créativité, écrivant, réalisant et jouant au fait de son art. Puis, le 20 juillet 1973, il s'éteignit subitement à l'âge de 32 ans. Il n'eut jamais la chance de voir son film sortir aux États-Unis sous le titre « Le Retour du Dragon ». Il ne fut jamais témoin de l'impact mondial de son œuvre. Le monde découvrait à peine Bruce Lee lorsqu'il nous quitta. Et il y a quelque chose de profondément mélancolique à regarder ce film aujourd'hui, à le voir si vivant, si puissant, si débordant de vision, sachant que l'homme derrière et devant de la caméra nous quitterait si tôt. Ce film ne suscite pas seulement de la nostalgie, il donne l'impression d'adieu inattendu. Bruce Lee a chorégraphié chaque coup, et c'est là que ça devient encore plus remarquable. Si ce voyage à travers l'histoire du film vous plaît, c'est le moment idéal pour liker et vous abonner à Rewatch Club afin de ne manquer aucune autre analyse aussi approfondie. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quel est votre film préféré de Bruce Lee. Nous lisons tous les commentaires. Revenons-en à la chorégraphie. Bruce Lee ne se contentait pas d'esquisser les grandes lignes de chaque combat et de confier les détails à un coordinateur de cascade. Il concevait chaque mouvement de chaque séquence, jusqu'à l'angle précis de chaque coup de pied et le rythme exact de chaque échange.
Il montrait précisément le mouvement souhaité, observait sa reproduction et le perfectionnait jusqu'à ce qu'il corresponde à l'image qu'il s'en était faite. C'était épuisant pour les acteurs, mais pour le public, chaque seconde en valait la peine. Le côté campagnard était essentiel. Le personnage de Bruce Lee dans ce film, Tang Long, n'est pas un héros cosmopolite et raffiné. Il arrive à Rome depuis les campagnes de Hong Kong, sans parler un mot d'italien ni d'anglais, et à peine à l'aise en ville. Il est maladroit au restaurant. Il interprète mal la gentillesse d'une femme. Il a du mal à commander, et c'était tout à fait intentionnel. Bruce Lee a conçu Tang Long comme une subversion délibérée des attentes. Un homme d'apparence banale, qui ne correspond à aucune idée occidentale d'un protagoniste sophistiqué. Un homme qu'on a envie de prendre à la légère. Et puis, dès que le danger se fait sentir, toutes les certitudes s'effondrent. Bruce Lee dénonçait la façon dont la culture occidentale sous-estimait les hommes asiatiques. Le garçon de la campagne était toujours le plus dangereux. Il n'avait simplement pas besoin que quiconque le sache avant le moment opportun. Des rires authentiques lors de la mort du dragon. L'une des qualités les plus sous-estimées de la fureur du dragon est son humour sincère. Bruce Lee possédait un véritable sens du timing comique, et il l'a exploité ici plus que dans aucun autre film. Les premières scènes à Rome. Tang Long commandant des plats qu'il ne comprend pas, enchaînant les plats qui le rendent malade par inadvertance, et se débattant avec un désarroi culturel déconcertant, sont autant d'occasions de rire chaleureux et tendres. Ce n'était pas un hasard. Bruce Lee voulait que le public s'attache à son personnage avant même que l'action ne commence, et pas seulement qu'il le respecte. Il avait compris que la vulnérabilité et l'humour rendaient un héros plus humain. L'humour de ce film est souvent négligé par ceux qui ne viennent que pour les scènes de combat, mais c'est justement ce qui les rend plus percutantes. Tu y tiens davantage parce que tu as ri avec lui en premier. Le plus gros pari de Golden Harvest. La Fureur du Dragon fut produit par Golden Harvest, le studio qui avait débauché Bruce Lee des studios Shaw Brothers grâce à une liberté créative sans précédent et un partage des bénéfices avantageux. Mais même Golden Harvest retint son souffle durant la production. Confier à un acteur, aussi talentueux fût-il, la pleine maîtrise de la réalisation d'un film représentait un risque financier et créatif considérable. Bruce Lee n'avait jamais réalisé de long métrage auparavant. Le tournage à Rome était onéreux pour Hong Kong et le concept original, mais Golden Harvest avait confiance en son intuition, qui l'avait toujours bien servi depuis la signature du contrat avec Lee. Cet homme évoluait dans une autre dimension. Leur pari s'est avéré payant de façon historique. Les recettes du film n'ont pas justifié l'investissement. Ils ont transformé Golden Harvest en l'un des studios les plus puissants du cinéma asiatique. Chuck avant le monde. Le nouveau Chuck. Il est presque impossible de penser à Chuck Norris aujourd'hui sans prendre en compte tout un mythe culturel qui l'entoure. La série télévisée, la franchise de films d'action et, bien sûr, les faits légendaires sur Chuck Norris. Chuck Norris ne fait pas de pompe. Il soulève la terre. Mais en 1972, rien de tout cela n'existait encore. Il était champion d'arts martiaux, respecté dans le milieu de la compétition, mais pas encore une célébrité, pas une star de cinéma. La Fureur du Dragon fut sa première apparition significative au cinéma à l'international. Bruce Lee, doté d'un flair quasi surnaturel pour le talent, aperçut chez Chuck Norris quelque chose que le reste du monde du spectacle n'avait pas encore décelé. Il l'a choisi non pas pour sa célébrité, mais pour son authenticité. Tout ce qui a suivi pour Chuck Norris a découlé de la graine semée par ce film. Pourquoi Bruce Lee a-t-il choisi Chuck Norris en particulier? Bruce Lee n'a pas engagé Chuck Norris par hasard. Il l'a recherché délibérément après leur rencontre dans le milieu des compétitions d'arts martiaux aux États-Unis. Lee avait vu Norris combattre et avait été impressionné par la puissance et l'authenticité de sa technique. Mais il y avait autre chose, leur contraste physique. Chuck Norris était plus grand, plus large d'épaules, avec une carrure différente de celle de Bruce Lee. Leur corps incarnait des philosophies d'arts martiaux fondamentalement différentes. Lee pratiquait le Jeet Kune Do, fluide, adaptable, basé sur l'interception. Norris, Louis, était ancré dans le Tangudo puissant, structuré, implacable. Leur scène de combat n'était pas qu'une simple chorégraphie. C'était un véritable dialogue entre deux philosophies d'arts martiaux authentiques, incarnées par deux véritables pratiquants. C'est cette authenticité qui explique pourquoi la séquence du Colisée reste si électrisante plus de 50 ans après. Le problème du nunchaku. Personne ne s'y attendait. Les séquences de nunchaku dans La Voix du Dragon ont posé un défi que personne dans la production n'avait pleinement anticipé. Et la solution en dit long sur le rapport de Bruce Lee à la réalité. Lee se déplaçait si vite que le public ne pouvait tout simplement pas distinguer ses mouvements.
L'arme devenait un flou de mouvement, impressionnant mais illisible. Bruce Lee, cet homme qui s'entraînait sans relâche pour gagner en vitesse, dut donc ralentir consciemment. Non pas pour des raisons techniques, ni à cause des limitations de la caméra, mais parce que l'œil humain avait besoin de temps pour analyser les mouvements de ses mains. Il devait se surpasser pour que le public puisse apprécier pleinement le plafond. C'est une forme de maîtrise étrange. Être si bon que la performance exige de se retenir par pure générosité envers les spectateurs. Le Jeet Kune Do à l'écran. La fureur du dragon est l'expression cinématographique la plus aboutie de la philosophie personnelle de Bruce Lee en matière d'arts martiaux. Jeet Kune Do. Ce n'était pas qu'un simple style de combat, c'était une philosophie de vie. Jeet Kune Do rejetait les formes rigides et les techniques figées, préférant l'adaptabilité et l'absence de voix. Il ne considérait aucune limite comme une contrainte. Comme Lee l'a lui-même décrit, observez Tang Long en combat, et vous verrez cette philosophie à l'œuvre. Il observe, il s'adapte, il intercepte plutôt qu'il ne bloque. Il s'inspire de ce qui fonctionne et rejette ce qui ne fonctionne pas. Les combats de ce film ne sont pas seulement spectaculaires, ils incarnent une philosophie vivante et complexe que Lee a élaborée pendant des années. Il rédigeait en quelque sorte un manuel en mouvement, imprégnant chaque image de ses idées les plus profondes sur le combat et la conscience. Ils se sont réellement entraînés ensemble. Avant le tournage de la scène du Colisée, Bruce Lee et Chuck Norris ont passé du temps à s'entraîner ensemble, à travailler la chorégraphie, à se familiariser avec le rythme de l'autre et à développer la confiance physique indispensable à une scène de combat de ce niveau. Ce qui est remarquable, c'est que les deux hommes ont apporté à ces séances des compétences de très haut niveau. Il ne s'agissait pas d'un simple combattant apprenant à une star de cinéma à paraître crédible, mais de deux véritables champions d'arts martiaux apprenant à se battre ensemble pour les besoins du film. Chuck Norris a d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises en interview tout ce qu'il a appris de Bruce Lee durant cette période. Il ne s'agit pas seulement de performance, mais d'arts martiaux en général. Ce respect mutuel est palpable à chaque seconde de leurs apparitions à l'écran. On sent que deux véritables combattants ont choisi de raconter une histoire ensemble. Expulsé du Colisée. Vu le réalisme du Colisée dans le film final, on pourrait croire que l'équipe a eu tout le temps du monde pour que ce soit parfait. La réalité était bien plus chaotique, car ils n'avaient aucune autorisation légale pour une scène de combat. Et n'oublions pas qu'ils étaient déjà là illégalement. Ils ont finalement été découverts et expulsés des lieux après seulement quelques prises précipitées. Cameras Portables. Équipe réduite au minimum et la peur constante d'être pris sur le fait. Les plans larges, l'atmosphère, la sensation de pierres anciennes et de ciel ouvert. Voilà ce qu'ils ont réussi à capturer avant d'être mis à la porte. Tout le reste, la chorégraphie complète, les séquences d'action, le crescendo émotionnel du combat a été reconstitué à Hong Kong dans un studio spécialement construit à cet effet. Ce qui évoque Rome n'est qu'illusion, et pourtant, cela fonctionne à merveille. L'anecdote bonus, ce que Chuck Norris a vraiment dit à propos de Bruce. Et la voici, l'anecdote bonus, celle qui valait la peine d'attendre. Il convient d'abord de démystifier certaines idées reçues, car Internet véhicule des versions erronées de cette histoire depuis des années. Vous avez peut-être vu circuler l'affirmation selon laquelle Chuck Norris aurait déclaré sans ambages que Bruce Lee le battrait dans un vrai combat. Cette version est une simplification excessive. La vérité est en réalité plus intéressante. Chuck Norris, homme très fier de son palmarès, plusieurs fois champion du monde de karaté et invaincu en compétition professionnelle, a toujours fait preuve de diplomatie mais de précision lorsqu'on l'interrogeait sur Bruce. Dans son autobiographie et diverses interviews, il reconnaissait que Bruce Lee était d'une rapidité fulgurante et sans égale dans le milieu professionnel. Mais Norris tenait aussi à nuancer son propos. Bruce était un artiste martial, un maître, un philosophe du mouvement. Chuck, un compétiteur. Deux mondes différents, deux standards différents, deux légendes qui se respectaient profondément et n'avaient pas besoin de rabaisser l'autre pour briller. Ce respect mutuel entre deux véritables guerriers est plus rare que n'importe quelle ceinture de champion. La fureur du dragon est bien plus qu'un film. C'est un témoignage précieux d'un homme au sommet de son art. Un homme qui l'a écrit, réalisé, chorégraphié et interprété. Le tout avant même que le monde ne comprenne pleinement ce qu'il voyait. Avant de nous quitter, nous souhaitons rendre hommage à Chuck Norris, récemment disparu. Une véritable icône, une légende des arts martiaux, un homme d'exception. Repose en paix, Chuck. Ton coup de pied circulaire, qui a fait le tour du monde, restera à jamais gravé dans les mémoires.
Si cette vidéo vous a appris ne serait-ce qu'un seul élément qui change votre regard sur ce film, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire ci-dessous. Quel moment du film vous donne encore des frissons? Et la grande question, aimeriez-vous que nous approfondissions le personnage de Bruce Lee, que nous consacrions une vidéo entière à Chuck Norris? Ou les deux? Dites-le nous ci-dessous. On se retrouve pour un prochain visionnage.